d'accueillir ce soir une personnalité québécoise, canadienne, qui a joué un rôle prépondérant dans la vie juridique de notre pays et qui aussi, sur le plan international, a réussi à s'imposer dans un très grand nombre de domaines et qui continue toujours à jouer là aussi un rôle très important. C'est donc avec grand plaisir que j'accueille l'honorable juge Deschênes et je vous souhaite la bienvenue, Monsieur le juge, ce soir. Alors, je crois que vous êtes, comme bien d'autres, né à Montréal. Oui, vous avez parfaitement raison, du moins c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Mais en fait, je suis un Montréalais de souche récente, en notant que mon père avait été le premier enfant de la famille, né à Montréal. Né à Montréal. Le premier ancêtre, ça ne vous surprendra pas si je vous dis qu'il s'appelait Miville, Pierre Miville. On connaît tous des Miville Deschênes, n'est-ce pas? Oui. Alors, le premier ancêtre était arrivé ici en Nouvelle-France peu après la fondation de Montréal, vers 1649 environ, et il s'était établi dans ce qu'on est convenu d'appeler le Bas-de-Québec, dans la région de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, et ensuite dans cette belle région qui est l'embouchure de la rivière Ouelle. Exactement. Et mes ancêtres y sont demeurés de père en fils durant 2 siècles, jusqu'à Montréal, s'y est établi. Et mon père a été le premier enfant de la famille à naître à Montréal. Je suis né ensuite d'ailleurs dans la même maison que mon grand-père avait lui-même bâti de ses mains dans le vieux quartier qu'on appelle Saint-Jean-Baptiste. Ah bon, et vous y avez fait vos études primaires? C'est exact. À l'école du quartier Saint-Jean-Baptiste. Qui était de l'autre côté de la rue et qui était dirigée à l'époque par les frères de la communauté des Clercs de Saint-Viateur, qui avaient une devise intéressante. D'ailleurs, leur devise, c'était « Laissez venir à moi les petits-enfants ». C'était tout indiqué. Oui. Enfin, ce sont eux qui vous ont donné peut-être le goût de la vie internationale, ou votre famille, ou plus tard? Non, ça c'est venu plus tard. Quoique, je devrais dire que j'avais déjà entendu parler de l'étranger alors que j'étais garçonnet, par un des frères de mon père, qui était prêtre, qui était devenu d'ailleurs prélat ici à Montréal, et qui, alors qu'il était jeune prêtre, avait eu l'avantage d'être envoyé en Europe pour parfaire des études avancées, comme la chose se faisait à l'époque. Et il était allé au Collège canadien à Rome. Et il s'était trouvé à Rome, ça je me souviens de ce récit-là qu'il nous faisait parce que ça m'avait bien frappé quand j'étais garçonnet, en particulier le jour même de l'entrée de Mussolini, alors que Mussolini avait pris de force le pouvoir, que personne d'ailleurs ne détenait plus à Rome. C'était un état de déliquescence de la société italienne à ce moment-là. Alors, mon oncle nous avait raconté cet épisode de sa vie et il avait gardé de cette époque-là un amour pour la société italienne et pour les premiers développements sous le régime de Mussolini. On sait tous évidemment combien ce régime a malheureusement mal tourné au cours des années, mais au départ, il n'y a pas de doute que le régime mussolinien avait fait du bien à l'Italie, et ce vieil oncle aimait bien nous raconter cette période. Alors, j'en dis un mot simplement pour me raccrocher à cet aspect international, c'est que dès ce moment-là, j'avais entendu parler de l'Italie et plus généralement de l'Europe. À l'époque, on y allait en bateau, on n'y allait pas encore en avion. Et alors, il y avait tout ce caractère étranger qui, dans les réunions de famille, prenait souvent le pas sur les soucis locaux ou régionaux. Et déjà, à ce moment-là, mon esprit, dirais-je, s'était habitué à penser ailleurs et outre frontières. Et là, vous êtes entré au Collège classique. Et vous êtes d'abord entré au Collège André Grasset. C'est ça. Durant quelques années. Oui. Puis vous êtes passé au Collège de Montréal et au séminaire de philosophie. Vous avez terminé votre baccalauréat. Mais durant ces années de Collège classique, qui correspondaient naturellement à la guerre, et eh bien, est-ce qu'on vous parlait beaucoup des problèmes internationaux? Est-ce qu'il y a quelques professeurs, quelques maîtres qui ont une certaine influence sur vous de ce côté-là? Malheureusement, je dois vous répondre dans la négative. Nous vivions dans une société passablement fermée à l'époque.
et qui était, je ne sais pas si je devrais employer le qualificatif, mais presque imperméable, du moins dans le milieu dans lequel j'ai été éduqué, aux soucis internationaux. D'ailleurs, je pense qu'il faut se souvenir que le Canada, à l'époque, n'avait pas lui-même, comme pays, d'énormes soucis internationaux. Et ce n'est que sous le régime du premier ministre Mackenzie King, à cette époque-là, que, comme vous le savez, le Canada a commencé de prendre certaines libertés avec les liens qui l'unissaient à ce qu'on appelait l'Empire britannique. Et même si on avait commencé à parler du Commonwealth, il reste que c'était un événement quand un ministre canadien allait signer une entente à Washington, comme vous le savez. Et là, je ne parle pas du temps de nos ancêtres. C'est une époque que vous et moi, que nous avons connue. Alors, ce souci des relations avec l'étranger n'était pas encore un souci primordial. Et je dirais que la façon la plus rapprochée dont ce souci-là a pu s'éveiller devant moi, c'est qu'au Collège Grasset en particulier, j'avais eu l'avantage d'avoir un professeur d'anglais, ce qui à l'époque était déjà remarquable, d'avoir un professeur d'anglais spécial, et qui était lui-même un citoyen américain, et qui avait apporté avec lui, dans ce collège de Montréal, j'entends le Collège Grasset à l'époque, qui avait apporté avec lui son environnement national, et qui, tout en étant un franco-américain, il s'appelait Talbot d'ailleurs, il parlait français excellent, mais néanmoins avait apporté avec lui ses propres soucis nationaux, son propre vocabulaire, ses propres façons de penser, ce qui l'avait amené également à nous faire le bénéfice de méthodes d'enseignement qui étaient beaucoup plus à date que celles dont nous aurions été autrement, je le dis, des victimes. Exact. Et que je vous donne simplement comme exemple que nous avions à l'époque une grammaire anglaise en français, venant de France, avec de longues listes de verbes irréguliers indigestes. Et vous voyez ce à quoi nous aurions été soumis. Grâce à ce professeur-là, nous avons pu sortir de cette coquille-là, avoir des volumes qui étaient des véhicules linguistiques étrangers, être soumis à une méthode différente d'enseignement. Ce que je sais d'anglais aujourd'hui, c'est là que je l'ai appris essentiellement durant cette période de mon cours classique. Et ce professeur-là, justement, nous permettait de sortir de notre moule strictement montréalais, québécois, même canadien, pour nous apprendre qu'il existait d'autres choses derrière l'autre côté de la frontière et nous permettre déjà d'avoir certains intérêts qui étaient ultra-canadiens et de nous initier à une civilisation qui, jusqu'à un certain point, était différente de la nôtre. Oui, oui. Et en 1943, lorsque vous terminez vos études classiques, comme on les appelait, au séminaire de philosophie, vous optez pour le droit. Alors, pourquoi faites-vous ce choix? Ça, c'est une question qui est peut-être la question la plus difficile que, je présume, vous me poserez cet après-midi. Parce que, en fait, on parle de choix. Le choix implique normalement une préférence entre deux ou plusieurs objets différents. Dans mon cas, je n'ai jamais senti cette difficulté ou cette obligation de faire un choix entre deux ou plusieurs possibilités. Je suis entré en droit un peu comme une main se glisse dans un gant qui lui est tout à fait destiné d'avance. Et il ne m'était jamais venu à l'idée réellement que je pourrais opter pour une autre carrière ou faire autre chose. La vie familiale vous y prédestinait? Aviez-vous beaucoup d'avocats dans la famille? Ou... Non, mais jusqu'à un certain point, en ce sens que mon père était dans la carrière juridique, étant notaire de profession. Alors, il m'arrivait d'entendre parler de questions de droit à domicile. Autour de la table, évidemment, la chose n'était pas non naturelle. Mais même là, cette influence-là n'a pas été, que je sache ou que je me souvienne, prépondérante, je dirais pour deux raisons. L'une, et j'en rends hommage à mon père d'ailleurs, que j'aimais beaucoup, il n'a jamais exercé la moindre influence sur moi pour me tenter de prendre une profession ou une occupation plutôt qu'une autre. Et en cela, je crois qu'il faut lui être reconnaissant. Et d'autre part, même s'il était notaire, donc juriste de profession, il aimait beaucoup la musique également et il était musicien d'église, comme on disait à l'époque, maître de chapelle. Il l'a été durant la plus grande partie de sa vie et je pense que s'il parlait parfois de droit, il parlait plus
de musique. Et c'est peut-être cela qui a fait qu'en fait, il a épousé une musicienne également, et que durant toute ma jeunesse, j'ai été plongé dans une atmosphère musicale à domicile qui n'explique pas mon option pour le barreau, évidemment. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je veux dire, l'un n'exclut pas l'autre. Je devrais dire, on peut toujours beaucoup aimer la musique et être passionné de justice et de droit. Hein? En fait, ce sont les deux passions qui m'ont animé durant ma vie. Bon, alors voilà. Vous vous retrouvez à l'Université de Montréal, à la faculté de droit. Et durant 3 ans, de 43 à 46, non seulement vous étudiez, mais vous êtes aussi très actif dans la vie universitaire. Je crois que vous avez la vie para-académique, vous avez été président de classe, vous avez été actif dans de nombreuses associations. Quel souvenir gardez-vous de cette époque qui était quand même assez turbulente, les années 44 et on sait ce qui s'est passé au Québec ces années-là. Alors, est-ce que vous avez pris une part active à la vie politique à ce moment-là? À la vie politique proprement dite, non. Aussi bien le dire carrément. J'ai été à l'époque profondément impliqué dans d'abord mes études de droit. Et je pense d'ailleurs que les résultats s'en sont ressentis. En même temps, je dirais peut-être d'une façon un peu facétieuse, nous étions des pionniers à l'immeuble de l'Université de Montréal qui avait été bâti sur la montagne et que l'on venait tout juste d'ouvrir. Je me suis trouvé, moi, dans la 2e promotion en droit à l'Université de Montréal. Et c'est ainsi que, alors que les étudiants d'aujourd'hui connaissent ce grand luxe des tapis roulants, n'est-ce pas, pour leur éviter de gravir la pente de l'université, à l'époque, nous devions la gravir à pied. D'autant plus que les étudiants, à l'époque, ne connaissaient pas non plus ce luxe des voitures personnelles ou individuelles et que nous devions, généralement parlant, nous contenter des transports publics. Mais je pense en particulier à ces problèmes en hiver, alors qu'il y avait un petit escalier de bois qui montait. Et comme nous étions en droit, les étudiants qui commencions, je pense, le plus tôt le matin, les cours étaient à 8h10 le matin. Lorsque nous arrivions à l'université et qu'il y avait eu une tempête de neige en hiver, jamais les escaliers n'avaient-ils été déblayés auparavant. Le résultat, c'est que c'était nous, les pionniers, qui devions franchir cette épreuve et qui, rendus à l'immeuble lui-même ensuite, devions monter plusieurs étages parce que l'usage des ascenseurs était interdit aux étudiants. Et là, nous devions nous installer après cette gymnastique pour écouter les professeurs que nous avions suivant le programme. Alors, nous avions quelques mérites à ce moment-là. Les choses ont bien changé aujourd'hui. Et vous étiez combien dans votre promotion? Nous n'étions que, si mon souvenir est bon, 27 ou 28. 27 ou 28. Oui, c'était de petites classes à l'époque. Il faut comprendre aussi, vous savez, que la période de la guerre était une période qui n'était pas propice à certaines études non scientifiques. À l'époque, on considérait, quand je dis on, je parle des autorités gouvernementales, on considérait généralement comme valables les études proprement scientifiques et plus particulièrement médicales. Et il y avait là, en effet, on conçoit facilement, à cause des pertes de vie, des blessures dans les forces militaires, alors que le conflit allait s'aggravant durant ces années, un grand besoin pour des professionnels, en particulier de la santé ou du génie. Et les étudiants, les facultés dans ce domaine-là jouissaient d'une considération particulière et de faveur particulière. Il n'en allait pas de même du côté de ce que j'appellerais les sciences humaines, et en particulier en droit. Alors, il y avait peu d'étudiants dans ces facultés, et c'est pourquoi notre classe était toute petite, une couple de douzaines qui avions gradué à l'époque. Mais des promotions de plus de 300 oui, maintenant. Oui, mais encore fallait-il également suivre une formation militaire parallèlement à la formation universitaire. Il existait à l'époque ce qu'on appelait le corps École des officiers canadiens. En anglais, c'était le Canadian Officer Training Corps, et qui avait ses locaux dans un immeuble au centre de Montréal qui aujourd'hui est disparu à cause de développement routier. C'était sur la rue Sherbrooke, dans les alentours de la rue Saint-Hubert, Berry, dans ce coin-là. Et puis, nous devions suivre un entraînement militaire à cet endroit-là durant l'année universitaire et ensuite aller suivre un entraînement sur le terrain, en particulier dans un camp à Farnham,
durant la saison estivale. Ouais. Bon, alors la guerre se termine, mais en 1946, à l'époque, c'était 3 ans le cours de droit comme aujourd'hui, mais il n'y avait pas l'année du barreau. Vous pouviez devenir avocat tout de suite. C'est exact. Passer vos examens du barreau après ce qu'on appelait la licence à ce moment-là, et vous optez pour la pratique du droit. Alors vous êtes entré dans un cabinet d'avocats très jeune. Est-ce que je peux vous dire que j'avais, lors des examens dont vous parlez, gardé un souvenir qui m'a hanté toute ma vie et que je peux vous rappeler aujourd'hui? Les examens du barreau qui suivaient les examens universitaires étaient passés alternativement à Montréal et à Québec. L'année où j'arrivais, c'était à Québec. Nous nous sommes rendus pour les examens. Ils devaient se tenir dans les locaux de la vieille université. Et le local qu'on avait mis à notre disposition était dans la faculté de médecine et on avait choisi particulièrement la salle de dissection. Les tables de dissection avaient été écartées autour de la salle. Nous avions des petits pupitres pour passer l'examen. Et tout le tour de la salle, sur les étagères, il y avait des organes qui flottaient dans des bocaux de formaldéhyde, n'est-ce pas? Ce qui était fort gai. Et alors, dans cette atmosphère, voilà que la journée de l'examen est une journée où se présente et se déclenche un orage électrique formidable. Et alors, nous avons passé l'examen dans la plus grande humidité, dans un orage électrique, avec les relents de la dissection tout autour de nous. Et en particulier, on gardait dans cette salle la momie de cette légende qu'on appelle le géant Beaupré. Oui, qui était à mort après. Oui. Et alors, le géant Beaupré était installé, ou du moins sa momie, était installée dans une sorte de caisse de bois recouverte d'une grande plaque vitrée, de façon qu'on puisse le voir. Alors, la caisse en question avait été relevée et adossée à une colonne devant laquelle j'étais immédiatement assis. Et alors, j'ai passé mes examens en jetant un coup d'œil de temps à autre sur le géant Beaupré dans mon dos. Fin de l'histoire, c'est que plusieurs décennies plus tard, vous savez que le géant Beaupré, sa famille a récupéré finalement, il y a quelques semaines, le corps et il sera inhumé en Saskatchewan. C'est vrai. Oui, très bientôt d'ailleurs. Alors c'est là un point d'histoire fort intéressant. Alors vous entrez donc comme jeune avocat dans un bureau, dans un cabinet de Montréal. Et vous êtes resté durant de nombreuses années. Puis dans le cabinet où je suis entré, je suis resté 14 ans. C'est la période où j'ai fait mes griffes, si je puis dire, comme avocat plaideur. La vie a voulu que je devienne avocat plaideur. C'était dans une étude dont il importe peut-être de rappeler le nom. Elle s'appelait Les Tourneaux, Tanzé, Monk, de Grandpré, Lippé et Tremblay. Et ce sont des avocats qui ont fait leur marque à l'époque et dans les années qui ont suivi. Alors, c'était un excellent endroit pour apprendre. Et tout ce que je voudrais dire ou puis dire là-dessus, c'est que durant ces 14 années, j'ai travaillé pour apprendre mon métier. Et mon Dieu, je pense que l'expérience n'a pas été trop vilaine. Vous étiez plutôt axé sur le droit civil ou... essentiellement, oui. Le litige, comme on dit maintenant, dans le jargon courant. Je voudrais ajouter cependant, en toute honnêteté, que j'ai eu certaines distractions de ma profession, puisque c'est la même période durant laquelle je me suis marié et où j'ai connu le bonheur d'avoir non seulement une épouse, Jacqueline, qui a été mon support longtemps, mais également de voir naître les 5 enfants qui nous entourent aujourd'hui et qui sont également l'agrément de notre vie familiale. Alors, vous avez, en 1961, déjà été fait conseiller en loi, comme on dit, conseiller de la Reine, et vous avez toujours été membre du barreau, enfin, depuis 1946 jusqu'à 1972, mais en 1966, vous devenez associé senior dans une grande étude, d'ailleurs de votre propre nom, Deschênes, Trempré, Cola, Godin, Coderre et Lapointe. Et à partir de ce moment-là, vous prenez un ascendant assez considérable dans la vie juridique québécoise et canadienne, puisqu'on vous retrouve dans la plupart des congrès, non seulement québécois, mais canadiens. Et aussi, on vous voit sollicité pour faire partie de nombreuses commissions d'arbitrage, mais c'est à peu près à cette époque-là, je crois, au début, milieu des années 60,
que votre intérêt réel pour la vie internationale ou sur le plan professionnel s'exprime. J'aimerais que vous nous en parliez un peu. Comment ça a commencé cet intérêt pour la chose internationale? Bien, je dirais qu'il s'agit là d'une évolution qui s'est faite par petites touches. Et c'est un tableau qui, si on veut le voir dans son ensemble, nécessiterait presque l'examen de toute une série de petits épisodes, ce que je veux vous épargner. Oui. Mais j'aimerais peut-être que vous me disiez, enfin, ce qui a suscité l'étincelle, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, vous êtes membre de plusieurs commissions internationales, vous êtes sollicité partout, etc., aussi bien en Europe, en Asie et dans bien des régions. Mais comment ça a commencé, ça? Je dirais qu'il y a eu un chemin qui a connu une bifurcation à un moment donné. Au tout début, j'étais encore avocat à l'époque, parce que cet intérêt que vous mentionnez est né d'une part pendant que j'étais membre du barreau et ensuite également pendant que j'étais membre de la magistrature. Et c'est peut-être même pendant cette seconde période qu'il s'est avivé. Il débute en 72, lorsque vous êtes devenu juge. C'est ça. Mais auparavant, déjà, dans le barreau, j'avais commencé de m'intéresser à différentes organisations et différents organismes extranationaux. Et par exemple, vous avez parlé de commissions d'enquête. Déjà, le seul fait de participer à certaines commissions d'enquête au Canada, je pense à l'affaire Coffin, par exemple, je pense à l'affaire Favreau-Rivard. Déjà, ces commissions m'avaient obligé, parce que j'y jouais un rôle actif comme avocat, à sortir de notre cadre strictement local ou régional. Dans l'affaire Coffin, il avait fallu aller faire une enquête aux États-Unis, aller chercher de la preuve également aux États-Unis. Dans l'affaire Favreau-Rivard, il en est de même. Et c'est à peu près à la même époque que j'avais conçu le projet de créer un organisme qui n'existait pas, c'est le cas de dire à l'époque, le Conseil interprofessionnel du Québec. Et c'est à cette époque-là que j'ai mis sur pied ce Conseil interprofessionnel regroupant pour la première fois 15 corporations professionnelles, 15 professions différentes au Québec pour essayer de les faire travailler de concert dans l'intérêt public et dans l'intérêt du monde professionnel. Là encore, il a fallu aller faire enquête à l'étranger. Quand je dis faire enquête, je parle de mes propres démarches. Oui, mais aller faire enquête, aller m'informer, aller chercher de la documentation, etc. Et là, je n'étais plus seulement aux États-Unis, mais également du côté européen. Les mêmes interrogations se posaient pour vérifier s'il n'existait pas par hasard quelques modèles qui auraient pu être adaptés ici. Subséquemment, est arrivée une autre enquête qui m'a été confiée, celle-là sur le port de Montréal, et évidemment qui a exigé aussi certaines recherches, certaines comparaisons, certaines entrevues à l'étranger. Tout ceci s'accumulait petit à petit. Ces éléments-là commençaient de contribuer à bâtir un environnement extra-canadien. Et voici que surviennent, vous vous en souvenez sans aucun doute, les troubles dans les universités vers 1968, la fameuse période de 68. Bien. On sait que là, les universités ont été ébranlées, le monde étudiant, le monde universitaire l'ont été un peu partout dans le monde. D'ailleurs, vous aviez été professeur invité à l'Université de Montréal, déjà depuis plusieurs années. C'est ça. Et c'est à cette époque-là que, pour répondre à ce besoin-là, l'Université de Montréal a décidé de créer une commission qui s'est appelée la Commission conjointe de l'Université de Montréal, dont on m'avait demandé, à tort ou à raison, d'assumer la présidence à l'époque. Et encore là, il a fallu que nous allions, que nous nous intéressions à ce qui se passait à l'étranger. Et là, d'autres éléments sont venus encore se greffer sur ceux dont je vous disais un mot il y a un moment donné. En même temps, il y a un vieux démon dans notre famille qui est le démon du voyage, qui a animé les membres de la famille, semble-t-il, depuis toujours. Je vous parlais de mon grand-père qui avait quitté la Rivière-Ouelle et qui s'est envenu à Montréal, mais entre les deux, il était allé tâter du Manitoba. Et il était demeuré un certain temps, puis il est revenu
heureusement, heureuse inspiration pour épouser une fille de la Rivière-Ouelle, ma grand-mère. Et je suis très heureux de cette démarche de sa part. Mais il y avait eu ce désir d'évasion. Et il y a d'autres membres de la même génération qui également se sont retrouvés à Chicago, en Arkansas, dans la Nouvelle-Angleterre, un peu partout. Je vous parlais de mon oncle, il avait un frère également, ils ont passablement voyagé, mon père et ma mère également. Alors ce vieux démon-là m'a habité, seulement il n'avait pas eu libre cours plus tôt parce que nous avions des obligations financières, familiales, etc., qui l'empêchaient. Mais voici qu'en 1971, mon épouse et moi, nous sommes partis, nous sommes allés nous faire une excursion en URSS. Et là, c'est un autre pan qui s'est ouvert, et c'est un autre univers que j'ai découvert à ce moment-là en faisant une tournée assez extensive dans l'Union soviétique. Et j'en suis revenu, évidemment, avec des aspects que je dirais des découvertes artistiques, des découvertes juridiques, fort intéressantes, fort agréables, mais en même temps des découvertes sociales et politiques qui, elles, m'avaient jeté un manteau de plomb sur les épaules pendant le temps où nous y étions et dont j'ai été très heureux, ce manteau, de me défaire au moment où nous repassions la frontière. Alors, ça, ce sont des expériences qui commençaient justement, je pense, à m'enlever des œillères et à me rendre compte qu'il y avait autre chose que le système québécois ou le système canadien. C'est ça. Et l'année suivante, mais vous êtes nommé juge en 72. Oui, j'ai été appelé juge à la cour d'appel. Mais là, il est arrivé une curieuse coïncidence parce que ça faisait déjà 1 an que j'avais fait des arrangements pour aller de tous les endroits de pêcher au carnaval de Rio. Vous me faites faire, monsieur le professeur Sabourin, des confidences ici. Je me demande si je devrais continuer sur cette lancée. Mais disons que je suis allé au carnaval avec mon épouse. Alors, il y avait là une carapace, une protection. Mais là encore, nous avons fait une tournée en Amérique latine. C'était la première fois que vous alliez en Amérique latine. Oui. Et cette tournée-là nous a amenés dans 4 pays d'Amérique latine et a permis encore là de découvrir d'autres aspects, d'autres civilisations, d'autres mœurs, etc. Et peu de temps après, j'ai été nommé juge en chef de la Cour supérieure. Et là, pendant les 10 années de ce mandat, j'ai pu toucher du doigt les problèmes qui touchent très directement l'indépendance nécessaire de la magistrature et du barreau. Et alors, ces éléments extérieurs auxquels j'avais touché, que j'avais déjà ramassés, et je vous fais grâce du fait que dans la même période, j'avais eu des contacts par des associations dont je faisais partie, dont par exemple le World Peace Through Law Center, le Centre de la paix mondiale par le droit, qui est un centre trilingue, français, anglais, espagnol. J'avais touché par l'intermédiaire de ce centre à différents aspects de cette question de l'indépendance nécessaire de la justice. Alors, tout ceci a culminé à un moment donné dans une situation où tout à coup, je me suis trouvé au centre d'activité qui était centré sur ces problèmes de l'indépendance de la justice et en même temps sur les problèmes connexes des droits de la personne. Parce qu'on ne peut pas parler des uns sans parler de l'autre. Alors, on peut dire véritablement que depuis cette époque-là, je dirais, situons-là, si vous voulez, grosso modo, vers les années 74-75, vous devenez au centre de nombreuses études, des enquêtes, je dirais, des prises de position qui vous amènent à mettre l'accent de façon très, très spéciale sur justement ce que vous appelez l'indépendance des tribunaux, d'une part, et puis la protection, la promotion des droits de la personne, des droits humains, si vous voulez, des droits de l'homme, comme on dit, hors du Québec généralement. Et là, vous êtes amené par ce souci je dirais, de recherche de vérité, de recherche d'objectivité et de réalisme à comparer avec le reste du monde. Et ce que vous appelez ce démon, moi je préférerais l'appeler cet ange parce que je ne vois aucun aspect négatif à ce qui anime quelqu'un à découvrir le reste du monde, mais ça vous a amené à beaucoup voyager et surtout à participer à de nombreuses commissions internationales
Et ce qui me frappe beaucoup en examinant votre cheminement, c'est de voir qu'à partir de ces années-là, 72, 73, 74, vous devenez membre, puis progressivement président ou vice-président, membre du comité exécutif d'un très grand nombre de commissions à l'échelon international. Alors, ce que je veux vous dire, est-ce que vous croyez que les Québécois, nous, on est venus trop tardivement à cette ouverture sur le monde, dans le domaine qui vous intéresse sur le plan de la justice, par exemple? Je ne sais pas si je ne dirais peut-être pas trop tardivement, mais remarquez bien, il n'y aurait jamais été suffisamment tôt. Plus tôt on y serait arrivé, tant mieux. Et dans des organisations comme celle-là, on va rencontrer, par exemple, un Britannique, à un moment donné, qui va nous parler de la Grande Charte, évidemment. Mais il demeure que ce souci vif, à fleur de peau, d'assurer l'indépendance de la justice à travers le monde, chose curieuse, et pour une raison que je ne connais pas, mais chose curieuse, n'a réellement pris l'importance qu'on lui connaît aujourd'hui qu'il y a une quinzaine d'années au maximum. Auparavant, oui, il en avait été question, mais pas d'une façon aussi expresse et que celle que l'on connaît depuis ce temps-là. Et le souci également s'est manifesté depuis ce temps-là d'une façon extrêmement étendue et à travers l'univers. Mais c'est un peu, l'expression, la comparaison est peut-être mauvaise, c'est un peu comme une tache d'huile. Ça commence, puis ça se répand, puis des gens se rencontrent, en entendent parler, retournent chez eux, en reparlent, on va plus loin ensuite, et finalement, l'idée est répandue partout. Mais ce n'est que depuis une quinzaine d'années que cette question-là, un peu d'ailleurs comme la question, on vous parliez des droits de l'homme, entendons-nous sur le vocabulaire. Chez nous, on parle des droits humains ou des droits de la personne. Ailleurs, on parle des droits de l'homme. Je ne voudrais pas qu'on me chicane si je parle des droits de l'homme, mais à toute fin pratique, la Déclaration universelle des Nations unies s'appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais même si la Déclaration a été adoptée il y a 40 ans, comme on fêtait son 40e l'année dernière, il demeure que le souci aigu des droits de la personne est plus récent. Ailleurs, comme chez nous. Exactement. Ailleurs, comme chez nous. Amnesty, Pen Club, enfin, sont là des organismes que vous connaissez très bien, auxquels vous avez été associé. Et vous avez joué un rôle très important dans la création du Conseil de droit international, dans l'Association internationale du barreau, l'International Bar Association, etc. Et vous avez été, en fait, je dirais, d'à peu près de tous ces combats, tout en étant juge, hein, parce que vous avez été sans doute, et vous demeurez toujours, parce que votre carrière votre nom est très associé à la magistrature, même si vous ne l'êtes plus juge en pratique maintenant, mais de 1972 à 1988, vous avez été magistrat. C'est exact. Voilà. Et alors, je crois que c'est très important, la question que je voudrais vous poser, parce que vous êtes un juriste, un magistrat qui a beaucoup publié. Vous avez pris position sur un très grand nombre de questions. Et je crois qu'il y a des débats dans la vie, aussi bien au Canada qu'à l'étranger, sur cette question-là. Il y a des ailes conservatrices qui disent que les juges ne doivent pas se prononcer sur des questions qui ne les préoccupent pas sur le banc. Alors que d'autres disent qu'il faut que les juges se prononcent pour faire avancer la justice, faire avancer le droit. Alors, j'aimerais connaître votre opinion, votre sentiment là-dessus. Je pense qu'il faudrait que je divise ma réponse parce qu'elle dépend en grande partie de la situation personnelle du juge. J'entends professionnellement par là. S'il fallait que tous les juges, individuellement, se mettent à se prononcer sur tout, à tout moment, fatalement, on ferait face à un moment donné à une pagaille. Et je ne pense pas que la justice y gagnerait. Ça, c'est la thèse qui dit les juges qu'ils se prononcent quand ils sont saisis d'une cause et qu'ils doivent rendre jugement. Mais en dehors de ça, qu'ils se taisent. Bien. C'est le devoir, ce qu'on appelle le devoir de réserve. C'est ça. Et qui est bien connu et qui est commandé d'ailleurs par une vieille sagesse et par la prudence, de façon que les tribunaux conservent cette image d'impartialité qu'ils doivent avoir, qu'ils doivent donner. Cependant, j'ai eu l'avantage d'être juge en chef de la Cour supérieure du Québec pendant 10 ans. À ce titre,
d'être membre du Conseil canadien de la magistrature et pendant plusieurs années, membre du comité exécutif du Conseil canadien de la magistrature. Et c'est là que je fais la distinction. C'est que je crois que, et là je ne veux pas parler personnellement, je parle du poste de juge en chef. Oui, oui. Celui ou celle qui occupe le poste de juge en chef occupe un poste qui, d'une part, est privilégié, mais d'autre part, qui comprend également des responsabilités autres que celles que revêt le juge régulier d'un tribunal. Le juge en chef, ça a toujours été ma conception de la tâche et j'ai été heureux de constater qu'elle était partagée l'année dernière par le juge Zuber dans un rapport qu'il a fait sur l'administration des tribunaux en Ontario. Et il a consacré un chapitre au juge en chef et, encore une fois, j'étais heureux de constater qu'il exprimait exactement les mêmes idées. En fait, il m'a cité à un endroit avec approbation. C'est que je crois que le juge en chef occupe un poste où il a un devoir de leadership. Il a évidemment le devoir de juger. Il doit agir comme juge et il doit le faire avec vigueur et il ne doit pas se dérober devant les affaires importantes qui peuvent survenir. Et plus une affaire est difficile, peut-être plus le juge en chef doit-il s'y intéresser, de façon à ce que la population, le public se rende compte que non seulement la Cour existe-t-elle, mais qu'il y a un leader dans la Cour et qu'il remplit sa fonction. En même temps, le juge en chef, évidemment, est un administrateur. Ça ne se fait pas sur la place publique, mais il y a une fonction d'administrateur qu'il doit remplir, mais à laquelle il ne doit pas se confiner. Ça, c'est important. Et enfin, il a également, de par sa fonction, la possibilité de faire des relations extérieures. La justice a besoin qu'on parle pour elle, a besoin qu'on l'explique, qu'on la rapproche du public, qu'on la démystifie. Et qui peut faire ça? Mais je pense que le juge en chef d'un tribunal a cette occasion unique de parler de la justice, de l'approcher des citoyens, de la leur expliquer. Et sous cet aspect-là, je pense que le juge en chef ne doit pas toujours se taire, mais qu'au contraire, il y a des occasions où il a le devoir de parler. Et alors, c'est là que je fais la distinction entre la position du juge régulier et la position d'un juge en chef. J'ai eu l'avantage, le privilège, sous cet aspect-là, d'être juge en chef pendant 10 ans, et c'est dans cette optique-là que j'ai rempli la tâche. Remarquez bien que quand je parle d'avantage, c'est parfois également une obligation extrêmement lourde, parce que si, d'une part, la fonction donne la possibilité au juge en chef d'avoir accès à certaines tribunes, de pouvoir s'exprimer pour le public, etc., ce qui est un avantage. D'autre part, il le fait à ses risques et périls. Et par ailleurs, l'obligation concurrente, c'est celle de ne pas se dérober devant les causes difficiles et d'avoir parfois à prendre des décisions dans des affaires qui sont extrêmement complexes, extrêmement délicates, mais c'est justement là que le juge en chef doit être présent. C'est un équilibre qui est souvent difficile à garder et conserver. C'est sûr. Mais puisque nous parlons de ça, c'est-à-dire que nous, naturellement, nous avons maintenant, dans la plupart des pays industrialisés, le Canada, le Québec y compris, vu un essor très considérable de la profession juridique. On dit toujours qu'il y a un nombre de plus en plus grand d'avocats, de juges, etc. Alors, d'une part, on a cette croissance-là, et d'autre part, nous assistons naturellement à un débordement des tribunaux. Enfin, et les causes prennent beaucoup de temps à passer sur le rôle et partout, non seulement au Québec, mais dans un très grand nombre de pays, on voit parfois des juges dire « nous sommes débordés », etc. Alors, croyez-vous nous sommes en présence d'une crise d'un type nouveau ou que ce n'est pas une véritable crise, qu'on n'a qu'à nommer plus de juges et on va régler le problème? Vous avez là un problème social, mais vous parlez de nouveau, ce n'est pas nouveau. Ça fait des siècles. On a toujours eu ce problème. Qu'on entend parler de l'engorgement des tribunaux, des lenteurs de la justice, etc. Je ne dis pas que c'est une vertu particulière à l'administration de la justice. C'est un peu peut-être comme notre mère, la Sainte Église, qui depuis des siècles procède avec une saine et une sainte lenteur pour régler ses problèmes. Mais il reste que ce sont des problèmes qui tiennent, j'ai l'impression, à
la nature même de l'institution, puisqu'on les retrouve à peu près dans tous les pays. Vous me parliez tout à l'heure d'associations internationales, de congrès à l'étranger, etc. Je me rappelle par exemple du congrès qui s'est tenu à Manille, aux Philippines, en 1977. Donc ça fait 13 ans. Et il y avait un atelier de travail qui était consacré particulièrement à la congestion des tribunaux nationaux, un phénomène universel. C'était le titre de l'atelier. Et en fait, c'était ce qui m'avait particulièrement attiré à ce congrès-là, parce que j'étais juge en chef à Montréal à l'époque, et je m'étais dit qu'il y avait probablement quelque chose de bon que je pourrais apprendre dans ce congrès-là. Et un peu à ma surprise, si je puis dire, en fait, j'y ai moins appris que contribuer nos solutions au point d'interrogation d'autres pays qui éprouvaient des difficultés, sinon analogues, je dirais même pire que les nôtres. Pire que les nôtres. Mais dans ce sens-là, vous savez, nous pouvons tous contribuer à nous aider. Et ces va-et-vient internationaux, ces nombreux congrès auxquels j'ai pris part, ces nombreuses conférences, j'en ai eu un peu partout à travers le monde, en Orient d'ailleurs autant qu'en Occident, m'ont permis de me rendre compte combien les Canadiens, les Québécois peuvent contribuer à l'amélioration des conditions dans d'autres pays. C'est évident que nous pouvons apprendre. Personne n'a la seule clé de la sagesse nulle part. Mais j'ai eu la consolation de constater que nous pouvons contribuer également à aider autrui, à aider d'autres pays. Et ça, je pense que c'est un aspect qui est de plus en plus vrai chez nous, parce que nous nous sommes développés, nos connaissances également sont plus étendues. Et sous cet aspect-là, je vous dirais que l'événement qui, pour moi, dans ma carrière, a été le plus marquant, c'est justement la première conférence mondiale sur l'indépendance de la justice que j'avais organisée et qui s'est tenue à Montréal en juin 1983. Ça, c'était la résultante d'un grand nombre de conférences internationales qui s'étaient tenues. Quand je dis un grand nombre, je parle là d'une dizaine de conférences internationales qui s'étaient tenues durant les 5, 6 ou 7 années antérieures, un peu partout à travers le monde. Mais j'avais participé à la plupart d'entre elles et constaté que chacune d'entre elles regardait le sujet sous un aspect un peu particulier, ou en autant que sa propre région du monde était concernée. Mais ce dont on avait besoin, c'était un forum universel pour arriver à essayer de trouver un consensus universel sur les règles de base qui pourraient être appliquées partout, en autant que l'indépendance de la justice était concernée. Et quand je parle d'indépendance de la justice, je ne me restreins pas donc à la magistrature. C'est la magistrature, le barreau et tous les éléments qui concourent à l'administration de la justice. Et c'est comme ça. Est-ce qu'il y a eu des suites à ce congrès? Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres congrès qui ont suivi? Il y a eu mieux que ça. Et c'est, en un sens, je ne sais pas si on me pardonnera, mais je dirais que c'est ce qui fait ma fierté. C'est que ce qui était arrivé, c'est que les Nations unies, au niveau de la sous-commission sur la lutte contre la discrimination et la protection des minorités, vous savez qu'aux Nations unies, on a toujours des titres, n'est-ce pas? Vous employez le mot ronflant, je pense, à un moment donné, peu importe. On a toujours des titres très longs. Cette sous-commission avait, c'est vers 1981, je crois, décidé de mettre à son programme l'étude de la question de l'indépendance de la justice et avait nommé un rapporteur spécial qui était à l'époque le président du barreau près la Cour suprême de l'Inde, le docteur Singhvi, que vous connaissez sans doute. Alors, je l'avais rencontré, on avait discuté, etc. Son mandat était divisé en 5 parties. Lorsque je suis arrivé à la conclusion qu'il était opportun d'organiser enfin ce forum mondial, c'était en 82, je me suis dit, il faut que nous arrivions à faire voter une déclaration universelle sur le modèle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui sera une déclaration universelle sur l'indépendance de la justice. Et j'en avais préparé le projet sur le modèle du mandat qui avait été donné au docteur Singhvi, en 5 parties. Celle portait sur les juges internationaux, les juges nationaux, les avocats, les... mon Dieu, j'essaye de me trouver les conseillers juridiques. Voyons donc. Les assesseurs. Oui. Et il y avait une 5e catégorie, là.
C'est bête, mais au moment où je vous parle, là, malheureusement... Les gens qui sont affectés avec l'application. Alors, il y avait 5 chapitres de toute façon. Cette déclaration-là a été préparée. La conférence s'est tenue à Montréal. Elle comprenait des représentants de 28 organismes internationaux. C'était la première fois que les 4 cours internationales qui existaient à l'époque se rencontraient autour de la même table pour discuter des problèmes des juges internationaux. Ça ne s'était jamais fait avant. Et à la fin de cette conférence, nous avons assisté, après des délibérations homériques, remarquez bien, ça ne s'est pas fait facilement, à un vote unanime d'un texte comprenant les principes de base sur l'indépendance de la justice, des différents secteurs de la justice. Et je me souviens encore de cette séance finale et de ce vote final lorsque j'ai mis la question au vote et que le vote a été unanime en faveur de toutes les solutions qui avaient été trouvées dans la conférence. Tous les gens qui étaient là, il devait y avoir à peu près, je ne sais pas, une couple de 100 personnes, certainement, venant encore une fois de partout dans le monde. Tout le monde s'est levé, ça applaudissait, ça chantait, ça criait. Il y avait une atmosphère absolument extraordinaire parce que c'était la première fois dans l'histoire que des gens de partout dans le monde trouvaient un dénominateur commun pour l'indépendance de la justice. Maintenant, vous me demandez s'il y a eu des suites, je vous dis oui. Cette conférence, comme toutes les conférences qui se respectent, s'est terminée par un banquet qui était offert par le gouvernement canadien. Et j'ai remis à ce moment-là, entre les mains du Dr Singhvi, le rapporteur des Nations unies, le texte de la Déclaration universelle qui venait tout juste d'être adopté peut-être 3 heures auparavant. Le Dr Singhvi s'est engagé à l'amener devant les Nations unies. Le hasard a voulu qu'à ce moment-là, tout de suite après, je sois élu membre canadien de la sous-commission qui avait donné mandat au Dr Singhvi 2 ans auparavant. Je suis devenu, en d'autres termes, en position de recevoir aux Nations unies le résultat de son travail qui allait être inspiré grandement par le travail de Montréal. Et c'est ce qui est arrivé. Le Dr Singhvi a fait rapport à la Commission des Nations unies. Son rapport comprenait la recommandation majeure était que les Nations unies adoptent une déclaration universelle sur l'indépendance de la justice. Et cette déclaration qu'il a proposée était basée, je dirais, à 95% sur le texte de la Déclaration de Montréal. Depuis ce temps-là, cette déclaration-là a franchi d'autres étapes et elle est actuellement rendue à la dernière étape devant les Nations unies. Alors, je pense que le travail que nous avions fait, qui datait déjà de plusieurs années, a eu des résultats extrêmement positifs. Et ceci vous a permis naturellement d'établir des contacts internationaux de très grande qualité. Et ceci vous a amené, il serait trop long pour moi là, de dire, de mentionner tous les comités où vous avez siégé à l'échelon international, mais vous avez été sur plusieurs conseillers auprès des Nations unies à Vienne, à Genève, et tout récemment, vous venez de rentrer du Pakistan et encore de Genève, où cette fois-ci, c'est l'OIT qui vous a appelé pour présider une commission d'enquête en Roumanie, cette fois-là, pays qui connaît tant de turbulences maintenant, espérons pour le mieux. Mais si j'essaie de faire un peu, non pas le bilan, parce qu'en fait, il est toujours trop tôt pour faire ce genre de bilan, mais est-ce que vous trouvez que le Canada, d'une façon générale, est-ce que vous trouvez que nous sommes suffisamment actifs à l'échelon international dans ces secteurs qui vous préoccupent, celui de la promotion des droits humains, celui de l'indépendance de la justice? Nous ne serons jamais trop actifs, il n'y a pas de doute là-dessus. D'abord, vous me parlez au niveau international, je dirais qu'il faut d'abord l'être au niveau national. Le jour où nous dirons nous avons atteint la perfection, les droits de la personne, les droits de l'homme sont parfaitement respectés partout au Canada, la justice est parfaitement administrée, son indépendance est parfaitement assurée. Là, je vous le dirai très bien, occupons-nous maintenant exclusivement du domaine international, mais vous savez comme moi que ce n'est pas le cas. Nous avons encore des progrès à réaliser à l'intérieur même de notre pays. Cependant, cela n'est pas une raison pour que nous nous fermions les yeux sur le domaine étranger. Et dans ce domaine-là, il y a progrès de la part du Canada sur la scène internationale, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous
si je mets, c'est difficile de tirer une ligne, mais si on dit le dernier quart de siècle, mettons, a marqué une considérable augmentation de la présence canadienne dans les organismes internationaux. Et ceci est dû en bonne partie à des efforts comme ceux que vous, professeur Sabourin, comme ceux que vous avez faits, comme ceux que vous faites pour rendre le monde international plus connu par les jeunes Canadiens, pour aider à leur développement, pour aider à ce que la jeune génération connaisse mieux et soit mieux préparée à se lancer sur la scène internationale. C'est dû à des efforts comme la création de centres, d'instituts dans nos universités centrés sur le domaine international. Je pense par exemple, pour ne donner qu'un exemple, on pourrait en donner plusieurs, je pense à l'Institut de droit aérien et spatial créé par le professeur Mathès Comat à l'Université McGill, duquel sont sortis des douzaines et des douzaines de diplômés que l'on retrouve maintenant dans toutes sortes d'organisations internationales, l'OACI et d'autres. Il y a des organisations qui n'existent que depuis très récemment et qui aident également à diffuser la doctrine. Je pense à la Revue québécoise de droit international, créée à l'Université de Montréal, le professeur Morin, le professeur Turp. Et il y en a d'autres à travers le pays également. Alors, toutes ces institutions qui sont de racines très récentes, néanmoins, permettent de former une plus jeune génération. Et ces jeunes gens-là arrivent sur la scène internationale avec déjà un acquis que ceux de ma génération ne possédaient pas. Il a fallu que nous apprenions tout et que nous fassions notre expérience, comme disent nos amis les Anglais, by trial and error. Et malheureusement, il y a peut-être eu des fois plus d'erreurs que de bons coups. Et alors, aujourd'hui, la présence canadienne se fait beaucoup plus sentir. Elle va se faire sentir encore plus par notre accession récente à l'Organisation des États américains, par exemple. Mais si nous avions accédé à l'Organisation des États américains il y a 50 ans, combien pensez-vous de Canadiens et de Québécois auraient été prêts à nous représenter puis à agir là? On les aurait comptés sur les doigts d'une seule main, et encore. Tandis qu'aujourd'hui, nous connaissons, nous avons des diplomates, des fonctionnaires qui sont prêts à entrer là-dedans du jour au lendemain parce que nous les avons mieux préparés, nous avons de meilleurs outils, nous avons de meilleurs instruments, nous avons de meilleures institutions et nous nous ouvrons sur l'univers. Alors vous êtes parmi les gens qui ne s'arrêtent pas, hein, parce que quand on aura été juge en chef de la Cour supérieure, etc., beaucoup de gens diraient on va prendre une retraite tranquille, mais vous êtes devenu président du comité de formation professionnelle au barreau. Vous siégez sur un très grand nombre de comités de la Société de droit international économique. Vous êtes maintenant l'un des rares Québécois à devenir président de la Société royale du Canada. Et vous avez reçu naturellement au cours des années des décorations aussi bien du Québec que du Canada et des doctorats honoris causa de plusieurs universités. Mais est-ce que vous croyez que, puisque nous parlons maintenant, vous êtes au barreau, est-ce que vous croyez que le barreau québécois dont vous vous occupez au chapitre de la formation professionnelle fait suffisamment pour donner aux jeunes ce qui est indispensable pour mieux pratiquer à l'échelon international le droit? Ça, c'est difficile à dire et difficile à critiquer. La formation, vous savez, qui doit être donnée aux jeunes. Vous parlez du barreau particulièrement. Oui, Donc, nous parlons du moment où les jeunes gens, jeunes filles quittent l'université. Ils ont en poche leur diplôme en droit. Et là, s'adresse au barreau, quant à ça, à la chambre de notaire. Mais je connais mieux ce qui se fait au barreau. Le barreau les prend et dit, nous prenons pour acquis que vous avez les connaissances légales nécessaires pour exercer la profession à laquelle vous aspiriez. Nous ne sommes pas pour vous enseigner le droit de nouveau, mais il faut vous montrer les habiletés pratiques nécessaires pour l'exercice de la profession. Je ne vous donne qu'un exemple. Comment fait-on pour recevoir un client? Bien, l'université n'enseigne pas cela. Mais encore faut-il le savoir pour être capable de traiter efficacement avec un client. L'université n'enseigne pas comment plaide-t-on.
Mais encore faut-il l'apprendre et le savoir. Alors, ça, ce sont des éléments, je vous en donne deux, ce sont les éléments que le barreau doit insuffler à ses étudiants. C'est sa première responsabilité, comment exercer la profession d'avocat. Il est difficile à ce moment-là, je pense, pour le barreau, en même temps, de prétendre enseigner aux avocats comment agir sur la scène internationale. Il va, mais quand même, avec la présence de gens comme vous qui continuez d'œuvrer sur la scène internationale, il y a aucun doute que votre exemple suscite beaucoup d'intérêt et je suis certain que il vous reste encore beaucoup d'années pour que cet exemple soit bien suivi. Pour tout cela, je vous en remercie très sincèrement, M. le juge Deschênes, et pour cette heure si agréable et instructive que nous avons passée ensemble. Merci infiniment. Je vais vous dire Amen. Voilà, merci beaucoup. C'est comme toujours, hein, on pourrait avoir...